Joseph Mengele, le tristement célèbre médecin démoniaque d'Auschwitz. Ceci est tout ce qu'il reste de l'une des 4 chambres à gaz, ici. Et juste à côté de la chambre à gaz se trouvait le laboratoire de Mengele. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui donne la chair de poule. Il s'agit de l'homme surnommé l'ange de la mort. C'était un médecin qui était censé sauver des vies. Mais à Auschwitz, il a utilisé ses compétences au service de la cruauté. Voici l'histoire sombre de Joseph Mengele. Avant que Joseph Mengele ne soit connu comme l'un des médecins les plus cruels de l'Allemagne nazie, il était d'abord un jeune homme instruit qui rêvait d'avoir une carrière réussie en médecine. Il est né le 16 mars 1912 à Günzburg, une ville de Bavière, en Allemagne. Il était le fils aîné de Karl et Walburga Mengele. Sa famille était riche car son père possédait une entreprise fabriquant des machines agricoles. Il n'y avait aucun signe clair dans son enfance qu'il deviendrait un criminel de guerre notoire. Il a grandi dans une maison confortable, a reçu une bonne éducation et n'a pas eu à souffrir pour avoir un bel avenir. En 1930, il a commencé ses études. Il étudiait également l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'origine et des caractéristiques physiques des êtres humains. Il a fréquenté les universités de Munich, Vienne et Bonn. Mais pendant qu'il étudiait, l'Allemagne changeait aussi rapidement. À cette époque, beaucoup d'Allemands étaient en colère et désespérés en raison de la pauvreté, du chômage et de la défaite lors de la Première Guerre mondiale. Le parti nazi a profité de cette situation. Ils ont promis de rendre à l'Allemagne sa force et sa dignité. Les nazis croyaient aussi que seuls les Allemands, ceux qui correspondèrent à leur apparence, devaient diriger l'Allemagne. Ils considéraient les Juifs, les Roms, les Slaves, les personnes handicapées et d'autres groupes qui ne correspondaient pas à leurs critères comme inférieurs. À cause de cela, on leur a retiré leurs droits, ils ont été emprisonnés et beaucoup ont été tués. En réalité, cette croyance est fausse. Aucune race n'est supérieure ou plus importante qu'une autre. Pourtant, ce ne sont pas seulement les soldats et les politiciens qui ont soutenu cette croyance. Il y avait aussi des médecins, des scientifiques et des professeurs qui ont aidé à faire passer le racisme nazi pour une vérité scientifique. L'une des idées qui se sont répandues à l'époque était l'eugénisme. Pour l'expliquer simplement, l'eugénisme affirme qu'on peut améliorer une population en contrôlant qui peut avoir des enfants. Les personnes qu'ils considéraient comme fortes et désirables étaient encouragées à se reproduire. Ceux qu'ils considéraient comme faibles ou malades étaient empêchés d'avoir des enfants. Cette idée est fausse et dangereuse, parce qu'elle traite les gens comme des animaux ou des plantes qu'on peut sélectionner ou éliminer selon les caractéristiques voulues par le gouvernement. Les nazis n'ont pas été les premiers à pratiquer l'eugénisme. Des partisans de cette idée existèrent déjà dans plusieurs pays avant leur arrivée au pouvoir, qui l'ont ensuite rendue bien plus violente. Ils ont utilisé la loi pour stériliser de force les personnes atteintes de certaines affections, les empêchant d'avoir des enfants. On estime qu'environ 400 000 personnes ont subi une stérilisation forcée. Sous leur programme, alors que ce système se renforçait, Mengele tombait de plus en plus dans ce qu'on appelait la science raciale. En 1932, il a rejoint l'organisation de jeunesse du Stahlhelm, un groupe nationaliste composé et soutenu par d'anciens soldats. Ce ne faisait pas encore partie du parti nazi, mais ils croyaient de tous les deux que l'Allemagne devait devenir puissante. Au lieu d'utiliser ses études pour reconnaître les similarités entre les gens, il a commencé à chercher des différences entre les races, croyant à ce qu'ils appelaient des races distinctes. En 1935, il a obtenu un doctorat en anthropologie. Ses recherches portaient sur la forme de la mâchoire inférieure chez différents groupes humains. À cette époque, certains chercheurs utilisaient les mesures du visage, du crâne, du nez et du corps pour essayer de diviser les gens selon leur race. Mais cette méthode n'est pas une base solide pour dire qu'il existe une race supérieure, plus intelligente ou plus digne de vivre que les autres. Le système nazi n'a fait qu'utiliser l'apparence de la science pour soutenir leurs croyances racistes déjà existantes. Après avoir terminé sa formation médicale, Mengele a travaillé à l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale à Francfort. Il est devenu l'assistant du professeur Ottmar von Verschwer, un chercheur renommé dans le domaine de l'hérédité et de l'étude des jumeaux. C'est ici que Mengele s'est rapproché du système qui utilise la médecine pour classer les gens. L'Institut aide à établir des dossiers médicaux et familiaux. Les dossiers servent à identifier les personnes juives selon le gouvernement nazi. Ils servaient aussi à déterminer s'il existait une maladie héréditaire ou si une personne ne correspondait pas à leur idéal du citoyen allemand. Au début, cela pouvait sembler n'être que de simples papiers, des analyses et des recherches, mais il y a de vraies personnes derrière chaque nom.
Lorsque les médecins indiquaient qu'une personne était jugée indésirable, elle pouvait perdre ses droits. Ils pouvaient rapidement être stérilisés, perdre leur emploi ou finir en camp de concentration. En mai 1937, Mengele a officiellement rejoint le parti nazi. Un an plus tard, il a rejoint la SS, l'organisation qui est devenue le principal exécutant des programmes les plus cruels d'Adolf Hitler. À l'époque, il n'était pas facile d'entrer dans la SS. Ils examinaient les origines du candidat ainsi que sa santé. Pour Mengele, rejoindre cette organisation n'était pas une obligation. C'était une décision claire qu'il a prise alors qu'il se rapprochait du pouvoir du régime nazi. C'est ici que l'on voit une partie importante de son histoire. Ce n'était pas un homme inculte soudainement tombé dans un mauvais groupe. C'était un médecin et un chercheur qui a volontairement accepté une idéologie qui divisait les gens entre ceux qui étaient dignes et ceux qui ne l'étaient pas. Ses connaissances en médecine ne l'ont pas protégé contre la cruauté. Au contraire, c'est précisément ce qu'il a utilisé pour aider un système dangereux. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ce système a conduit Joseph Mengele dans un endroit où plus rien ne le retenait, à Auschwitz. Pourtant, alors que ses liens avec le système nazi se renforçaient, Joseph Mengele a épousé Irene Schönbein le 28 juillet 1939. Aux yeux des autres, sa vie semblait parfaite. Il venait d'une famille riche, il était médecin, marié, et sa carrière progressait rapidement. Mais en même temps, il se rapprochait de plus en plus d'une organisation qui croyait que certaines personnes méritaient non plus de vivre que d'autres. Même le mariage des membres de la SS était contrôlé par leur politique raciste. Les couples devaient prouver qu'ils répondaient aux critères de ce qu'on appelait l'ascendance aryenne. Leurs familles et leurs origines étaient examinées parce que la SS voulait contrôler même les futurs enfants de ses membres. Cela montre à quel point le régime nazi croyait profondément en ce qu'ils appelaient la pureté raciale. Il ne contrôlait pas seulement le gouvernement et l'armée. Il s'immisçait aussi dans le mariage, la famille et la procréation. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Vers la fin de 1940, Mengele est volontairement entré dans la Waffen-SS. C'était la branche armée de la SS qui combattait aux côtés de l'armée allemande. Il a d'abord servi comme officier médical dans la division SS Viking, mais ce groupe n'était pas une unité militaire ordinaire. Alors que l'Allemagne nazie avançait en Union soviétique, certaines unités de la SS étaient également impliquées dans le massacre de civils juifs et d'autres personnes qu'ils considéraient comme des ennemis. Médecin sur le champ de bataille, Mengele soignait les soldats. Il a servi sur le front de l'Est, où les combats étaient intenses et les conditions très difficiles. En raison de ses services, il a reçu la croix de fer de 2e classe et la croix de fer de 1re classe. C'est une distinction militaire décernée par l'Allemagne aux soldats reconnus pour leur bravoure au combat. Mais il est important de clarifier une chose. Le fait qu'il ait excellé dans le sauvetage de ses camarades de combat ne signifie pas qu'il respectait toute forme de vie. Pour Mengele, il y avait des personnes qui méritèrent d'être sauvées et d'autres qu'il pouvait traiter comme de simples objets. En 1942, il a été grièvement blessé sur le front de l'Est. À cause de cela, il n'a plus été autorisé à retourner au combat actif. Au lieu de terminer son service, il a été affecté à une autre fonction. Il est retourné en Allemagne et a de nouveau travaillé avec les responsables chargés de la race, de la famille et du transfert de population. C'est ici que les deux aspects de sa vie se sont à nouveau croisés, sa profession de médecin et sa profonde croyance dans la théorie raciale nazie. Puis vint la mission qui lui donna un pouvoir presque illimité sur des personnes incapables de refuser. En mai 1944, ils étaient 1000, puis 1143. Il a commencé à travailler à Auschwitz, le complexe du camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, occupé par l'Allemagne. Il a été chargé d'être le médecin du camp familial des Roms à Auschwitz-Birkenau. Plus tard, il a également eu des fonctions médicales plus larges à Birkenau. Auschwitz n'était pas une prison ordinaire. C'était un vaste complexe de camps utilisé pour l'emprisonnement, le travail forcé et les meurtres de masse à grande échelle. Plus d'1 million de Juifs y ont été tués, ainsi que de nombreux Roms, prisonniers polonais, prisonniers de guerre soviétiques et d'autres victimes de la persécution nazie. Chaque jour, des trains arrivaient, remplis de personnes arrachées de force à différentes régions d'Europe. Dès leur descente, les nouveaux arrivants étaient immédiatement séparés. Les médecins de la SS les examinaient très rapidement. Ceux qui semblaient forts pouvaient être envoyés au travail forcé.
Les personnes âgées, de nombreux malades, les femmes enceintes et de nombreux enfants incapables de travailler étaient souvent envoyés directement à la mort. On appelait cela la sélection. Il ne s'agissait pas d'un examen médical complet. On n'accordait que quelques secondes à chaque personne. Un simple regard ou un geste de la main du médecin pouvait décider qui allait survivre temporairement et qui allait mourir immédiatement. Mengele était l'un des médecins qui faisaient cela. Il n'était pas le seul médecin à Auschwitz et il n'a pas non plus créé le système de sélection. Il est devenu célèbre car il fréquentait la rampe où arrivaient les nouveaux, ayant aussi ses propres raisons de s'intéresser à la sélection. Alors que les autres médecins choisissaient des personnes à utiliser pour le travail forcé, Mengele, lui, cherchait des prisonniers qu'il pouvait utiliser pour ses recherches. Il portait le plus grand intérêt aux jumeaux. Il voulait étudier quelles caractéristiques humaines étaient héritées et lesquelles étaient influencées par l'environnement. En étudiant des jumeaux, il pouvait comparer le corps et les réactions de deux enfants ayant presque le même patrimoine génétique. Dans la recherche médicale normale, le consentement du patient est nécessaire, il faut expliquer les risques, protéger sa santé et arrêter la procédure si cela peut lui nuire. Aucune de ces protections n'existait à Auschwitz. Les enfants n'étaient pas volontaires, ils ne comprenaient pas ce qui allait se passer. Ils ne pouvaient pas refuser. Pour Joseph Mengele et ses collègues, ce n'étaient pas des patients à soigner. C'était des corps à mesurer, à tester et à comparer. En plus des jumeaux, il voulait aussi des personnes avec des caractéristiques physiques inhabituelles. Cela incluait des personnes atteintes de nanisme, des enfants ayant des yeux de couleurs différentes et des personnes présentant des affections qu'il souhaitait étudier. Lorsqu'on trouvait des jumeaux sur la rampe d'arrivée, ils étaient souvent immédiatement séparés de leur famille. Pour certains parents, il pouvait sembler que leurs enfants avaient survécu parce qu'ils n'avaient pas été inclus dans les groupes envoyés directement pour être tués. Mais ils ne savaient pas que les enfants étaient destinés à un autre type de souffrance. Certains des enfants sélectionnés étaient placés dans des baraquements séparés. On notait leur nom, âge, origine, antécédents médicaux, couleur des cheveux et des yeux, taille, poids et diverses mesures corporelles. Mengele a tout fait pour que ces actions paraissent être une recherche scientifique légitime. Formulaires, dossiers, photos, analyses de sang, radiographies et comparaisons détaillées des corps étaient présents. Mais le fait d'avoir des dossiers et des instruments médicaux ne signifie pas nécessairement qu'il s'agissait de véritable médecine. Un vrai médecin utilise ses connaissances pour protéger le patient. À Auschwitz, les apparences bleues de la science ont été utilisées pour dissimuler les abus. La façon dont Mengele les traitait était encore plus déroutante pour certains enfants. Certains survivants ont raconté que parfois, il parlait doucement et pouvait même donner des bonbons. Il veillait aussi à ce que certains enfants dont il avait besoin pour ses recherches restent en vie et suffisamment forts. Mais ce n'était pas de la vraie gentillesse. Il ne gardait les enfants en vie que tant qu'ils lui étaient utiles pour ses recherches. Le même homme qui souriait ou donnait des bonbons pouvait aussi ordonner une procédure douloureuse ou décider qu'un enfant n'était plus nécessaire. C'est pourquoi ces jeunes victimes avaient tant de mal à comprendre ce qui se passait. Il se présentait comme un médecin attentionné. Mais derrière sa voix douce, son véritable regard sur eux était clair. Ce n'étaient pas des enfants à sauver. Pour lui, ils n'étaient qu'une partie d'une expérience. À l'intérieur d'Auschwitz, il était clair que Joseph Mengele ne pratiquait pas de véritable traitement. Ces procédures faisaient partie de ce qu'on appelle la pseudoscience. Cela signifie qu'il utilisait des termes médicaux, des laboratoires, des dossiers et du matériel. Mais il ne suivait pas la véritable méthode scientifique. Les victimes n'avaient pas donné leur consentement, aucune protection n'était prévue et les prisonniers ne pouvaient pas refuser. Beaucoup de ces victimes étaient des enfants juifs et roms. On leur prélevait souvent beaucoup de sang. Ils étaient mesurés à plusieurs reprises, radiographiés et on leur injectait différentes substances. Certains ont subi des opérations douloureuses et inutiles. Des substances s'étaient également mises dans les yeux de certains enfants pour étudier la couleur de leurs yeux. Cela a provoqué de graves inflammations, des lésions oculaires, la cécité et, dans certains cas, la mort. Il utilisait souvent des jumeaux parce qu'il voulait comparer leurs corps. Par exemple, il pouvait prélever du sang sur les deux et les mesurer. Dans d'autres cas, il arrivait que des procédures différentes soient appliquées à chacun pour voir comment il réagirait. Lorsque l'un mourait ou que l'examen était terminé, il arrivait parfois que son jumeau soit également tué afin de pouvoir comparer leur corps après l'autopsie.
Cela n'a pas été fait pour guérir une quelconque maladie. Cela a été fait pour soutenir les fausses croyances nazies sur la race et l'hérédité. Mengele voulait aussi obtenir des résultats de recherche qui pourraient aider sa propre carrière. Il espérait pouvoir utiliser les résultats pour devenir professeur et un scientifique plus reconnu après la guerre. C'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles il ne suffit pas de le qualifier simplement de médecin fou. Il n'agissait pas seul dans une pièce secrète. Son travail avait des liens avec des chercheurs et des instituts renommés en Allemagne. Il envoyait du sang, des organes et d'autres échantillons humains à ses collègues pour des études supplémentaires. Cela signifie que ses crimes n'étaient pas seulement le résultat de sa propre cruauté. Il faisait aussi partie d'un système plus large où médecins et scientifiques utilisaient leurs connaissances pour aider le gouvernement nazi. Mengele avait ses propres laboratoires et du personnel dans le camp. Beaucoup de ceux qui l'aidaient étaient des médecins, des infirmières et d'autres soignants prisonniers. Ils ont été choisis pour leur connaissance, mais n'avaient pas de réelle liberté. Ils devaient obéir car refuser pouvait les mettre en danger immédiat. Certains ont essayé de protéger les détenus. De petites façons comme cacher des informations, ralentir les procédures ou aider les malades, mais leurs actions étaient limitées sous la surveillance des SS. Tous ceux qui ont survécu aux expériences n'ont pas non plus guéri immédiatement après la guerre. Beaucoup ont souffert de maladies à long terme, de blessures physiques, de problèmes de vision et de traumatismes. D'autres n'ont jamais su quelle substance exacte leur avait été injectée, car de nombreux dossiers ont été perdus ou détruits. Pendant ce temps, Mengele continuait son travail régulier en tant que médecin du camp. Lorsque des prisonniers étaient trop faibles, malades ou incapables de travailler, ils pouvaient être inclus dans une nouvelle sélection. Pour le système nazi, ils n'étaient pas considérés comme des patients à soigner. Ils étaient considérés comme inutiles, d'où son surnom parmi certains prisonniers, l'ange de la mort. Ce n'était pas parce qu'ils faisaient seuls les sélections. Environ 50 médecins ont servi à Auschwitz, et beaucoup d'entre eux ont également participé à ce processus. Mengele apparaissait fréquemment sur la rampe d'arrivée et dans les baraquements, d'où son visage gravé dans la mémoire de nombreux survivants. Il existe des histoires populaires à son sujet qui sont répétées dans de nombreux livres et documentaires. Mais toutes ces histoires ne sont pas appuyées par des preuves solides, certaines affirmations concernant des massacres de grande ampleur qu'il aurait lui-même planifiés, des relations personnelles avec d'autres gardes SS, et certains récits extrêmement détaillés de tortures sont difficiles à prouver. Il est donc essentiel de s'en tenir à ce qui a été documenté, même en excluant les histoires incertaines. Les crimes avérés suffisent à montrer l'ampleur de sa responsabilité. Il choisissait les personnes à exécuter. Il utilisait des enfants comme cobayes involontaires. Il a ordonné des procédures douloureuses et dangereuses. Certaines victimes ont aussi été tuées pour que leur corps soit examiné après leur mort. Et il a fait tout cela en sachant que les prisonniers n'avaient aucun moyen de refuser. Plus la guerre durait, plus l'Allemagne perdait le contrôle. En 1944, l'armée rouge soviétique avançait rapidement depuis l'Est. L'Allemagne nazie était également encerclée par les forces alliées venant de l'Ouest. Les officiers à Auschwitz savaient que l'ennemi approchait. Ils ont commencé à détruire des documents et des preuves de leurs crimes. Certains bâtiments utilisés pour les meurtres de masse ont été détruits. Ils ont aussi transféré de nombreux prisonniers vers d'autres camps du territoire. Le 17 janvier 1945, la grande évacuation d'Auschwitz a commencé. Des milliers de prisonniers capables de marcher ont été forcés de quitter le camp sous un froid glacial. Ces marches ont ensuite été appelées les marches de la mort, car de nombreux prisonniers sont morts d'épuisement, de faim, de froid, de maladie, ou ont été abattus par les gardes. En même temps que l'évacuation du personnel SS, Mengele s'est également enfui d'Auschwitz. Il a emporté certains de ses dossiers. Mais beaucoup de documents concernant ses recherches ont été perdus, détruits ou n'ont jamais été retrouvés. Depuis Auschwitz, il s'est rendu au camp de concentration de Gross-Rosen et dans ses sous-camps. Il a continué là-bas en tant que médecin SS, alors que la chute de l'Allemagne nazie approchait. Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques sont entrés à Auschwitz. Ils ont trouvé des milliers de prisonniers qui étaient restés parce qu'ils étaient trop faibles ou trop malades pour être évacués. Parmi les survivants se trouvaient ces quelques enfants jumeaux qui avaient servi aux expériences de Mengele. Mais Mengele n'était plus là. Dans les derniers jours de la guerre, il a enlevé tous les signes indiquant qu'il était membre de la SS. Il a revêtu un uniforme ordinaire de l'armée allemande et a rejoint une unité militaire.
À la fin de la guerre, leur groupe s'est rendu aux forces américaines. Mengele est devenu prisonnier de guerre, mais les officiers américains ne savaient pas qu'il détenait l'un des médecins les plus célèbres d'Auschwitz. Il s'est présenté comme un simple officier de l'armée allemande. Sa connexion avec la SS n'a pas été immédiatement remarquée non plus. De nombreux membres de la SS avaient un tatouage indiquant leur groupe sanguin, mais Mengele n'en avait pas. À cause de cela, il n'a pas été immédiatement identifié comme membre de l'organisation. À l'époque, le partage des dossiers entre les différents bureaux alliés n'était pas encore bien organisé. Son nom figurait déjà sur la liste des criminels de guerre recherchés, mais il n'a pas été associé à l'homme qu'ils avaient en détention. Au début du mois d'août 1945, il a été libéré par l'armée américaine. Pendant plusieurs mois, il a échappé à la justice non pas parce qu'il avait été reconnu innocent, mais parce qu'il n'avait pas été identifié. De la fin de 1945 jusqu'au printemps. 1949, il s'est caché sous un autre nom. Il a travaillé comme ouvrier agricole près de Rosenheim, en Bavière. Son travail était simple et sa vie tranquille. Mais il restait secrètement en contact avec sa famille. L'argent et les connexions de la famille Mengele ont grandement aidé à sa fuite. Lorsque les enquêteurs ont commencé à le rechercher, sa famille a déclaré qu'il était mort. Pendant un certain temps, les autorités ont cru à cette histoire. Pendant que les survivants essayaient de reconstruire leur vie. L'homme responsable de l'expérience et de la mort de tant de personnes vivait à seulement quelques centaines de kilomètres du lieu de ses crimes. Mais Mengele savait qu'il ne serait pas en sécurité en Allemagne pendant longtemps. À mesure que les témoignages des survivants s'accumulaient, le rôle de Mengele à Auschwitz devenait plus clair pour les enquêteurs. C'est pourquoi, en juillet 1949, avec l'argent de sa famille et une nouvelle fausse identité, Mengele a quitté l'Europe. Sa prochaine destination était l'Argentine. C'est là que commencera la plus longue partie de sa fuite. Une traque qui durera plusieurs décennies, mais qui n'aboutira jamais à son procès. Au fur et à mesure que les témoignages des survivants sont apparus, Joseph Mengele est devenu l'un des criminels de guerre nazis les plus recherchés. Il savait qu'il était dangereux de rester en Allemagne. En 1949, il s'est enfui d'Europe avec l'aide d'un réseau secret d'évasion utilisé par certains anciens nazis. Il est arrivé en Italie et a obtenu des documents de voyage sous le faux nom de Helmut Gregor. Depuis Gênes, il a pris un bateau pour l'Argentine et est arrivé à Buenos Aires le 22 juin 1949. Le président Juan Perón ne l'a pas personnellement hébergé dans son palais. Mais il est vrai qu'à l'époque, l'Argentine était un refuge sûr pour de nombreux nazis en fuite. Il y avait des responsables, des hommes d'affaires et d'anciens partisans nazis qui les aidaient à trouver du travail, un logement et une nouvelle identité. En Argentine, Mengele a pu travailler, il a établi des contacts avec la communauté allemande et a continué à recevoir de l'argent de sa riche famille en Allemagne. Il ne vivait pas comme un fugitif effrayé. Avec le temps, il est devenu de plus en plus confiant. Il s'est séparé de sa première épouse, Irène. En 1956, il a épousé Marta, la veuve de son frère. Mais leur relation en Argentine n'a pas non plus duré longtemps. Tellement confiant, Mengele a abandonné son faux nom et a recommencé à utiliser sa véritable identité. Il a même obtenu des documents argentins sous le nom de Joseph Mengele. Cela signifie que, pendant un certain temps, il a pu vivre ouvertement à Buenos Aires alors que ses victimes attendaient la justice. Mais les survivants et les chasseurs de nazis n'ont pas cessé de le rechercher. L'un d'eux était Hermann Langbein, un survivant d'Auschwitz qui a exercé des pressions sur le gouvernement ouest-allemand. En 1959, l'Allemagne de l'Ouest a émis un mandat d'arrêt contre Mengele et a demandé son extradition depuis l'Argentine. Avant qu'il ne soit arrêté, il a reçu un avertissement et s'est enfui au Paraguay. Là-bas, il a également obtenu la citoyenneté, ce qui lui a offert une protection supplémentaire. Après cela, en mai 1960, des agents israéliens ont capturé Adolf Eichmann, un autre haut responsable nazi, en Argentine. Cela a été un sérieux avertissement pour Mengele. À cause de cela, il s'est encore plus caché et a déménagé au Brésil. Il a de nouveau utilisé des pseudonymes et a vécu dans des fermes et des maisons isolées près de Sao Paulo. Il a été aidé par plusieurs immigrants allemands et hongrois, y compris le couple Wolfram et Liselotte Bosser. En échange de l'argent de la famille Mengele, ils lui ont offert un logement et une protection. Mais avec le temps, son monde est devenu de plus en plus restreint. Il ne pouvait plus se déplacer librement. Il avait toujours peur d'être reconnu ou dénoncé. Il a également eu des problèmes de santé et est devenu irritable et difficile à vivre. Pourtant, il n'a jamais éprouvé de remords. D'après ses lettres et les témoignages des personnes qui l'ont côtoyé, il continuait à se défendre.
Il se considérait comme une victime des personnes qui le poursuivaient. Pendant ce temps, les autorités ouest-allemandes, les enquêteurs israéliens et les chasseurs de nazis poursuivirent leurs recherches. Mais de nombreuses informations étaient erronées, obsolètes ou arrivèrent trop tard. Des rapports indiquaient qu'il aurait été vu au Paraguay, au Brésil, au Chili et ailleurs en Amérique du Sud. Comme il changeait constamment de nom et d'adresse, il était difficile de confirmer où il se trouvait réellement. Sa fuite a également été facilitée par la lenteur de certains gouvernements, le manque de partage des dossiers et les personnes qui l'ont délibérément protégé. Il n'est pas non plus vrai qu'il y ait eu un véritable procès pénal contre lui en 1964. Mengele ne s'est jamais présenté devant un tribunal. En 1976, il a eu un accident vasculaire cérébral, son corps s'est affaibli et il est devenu encore plus dépendant des personnes qui le cachaient. Le 7 février 1979, il s'est rendu sur une plage à Bertioga, au Brésil. Alors qu'il nageait, il a été victime d'un nouvel accident vasculaire cérébral et s'est noyé. Il avait 67 ans. Il a été enterré sous le faux nom de Wolfgang Gerhard. À cause de cela, les autorités ont continué à le rechercher même s'il était déjà mort. En 1985, des enquêteurs ouest-allemands ont trouvé des lettres et des documents reliant la famille Mengele aux personnes qu'il avait décachées au Brésil. La tombe de Wolfgang Gerhard a été ouverte. L'équipe médico-légale internationale a examiné les ossements, les dossiers dentaires, la taille, l'âge et les anciennes blessures corporelles. Il s'est avéré que tout cela correspondait à Mengele. Mais certains doutaient encore. C'est pourquoi en 1992, des scientifiques ont utilisé des tests ADN. Ils ont comparé l'ADN des ossements à celui des membres de la famille de Mengele. Le résultat a confirmé que le corps était bien celui de Joseph Mengele. Enfin, la vérité est désormais claire. Il est mort en 1979. Il n'a pas été capturé, il n'a pas été emprisonné. Il n'a pas été confronté aux survivants et il n'a jamais été jugé devant un tribunal. Sa mort n'a pas rendu justice. Il est simplement mort en homme libre après avoir échappé à rendre des comptes pendant de nombreuses années. Sa fuite n'était pas seulement due à sa capacité à se cacher. Les faux documents, l'argent de sa famille, ses partisans et la lenteur des autorités l'ont également aidé. Mais même s'il a échappé à la justice, il n'a pas pu effacer la vérité. Les documents sont restés, les noms des victimes sont restés. Et surtout, il reste le témoignage des survivants. Les personnes qu'il considérait comme des sujets de laboratoire sont devenues les témoins les plus accablants à son encontre. Et c'est cela qu'il n'a jamais pu fuir.